Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour détailler, décrypter un cas d'investissement. C'est Nicolas Decaux qui est avec nous ce soir en plateau, gérant chez Clartan. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le cas qu'on développe avec vous ce soir, je pense que ça restera le cas de l'année 2023, le cas Nvidia. Nicolas, tout le monde a entendu parler de Nvidia aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir qu'on ne sait pas forcément d'Nvidia qui, avant le développement de l'IA générative, était très connu d'un nombre limité de personnes et historiquement c'était même les gamers, c'est ça, qui connaissaient Nvidia avant les autres. Exactement, donc Nvidia c'est une société qui a été créée il y a 30 ans, elle fête ses 30 bougies cette année, 1993, par un certain Jensen Huang, qui est toujours son président. Et en fait, c'était un concepteur de microprocesseurs, Jensen Huang. Il s'est mis à son compte. Et en fait, 1993, c'est le moment où... alors ça, c'est les plus anciens d'entre nous s'en souviendront. Moi, j'étais collégien. C'est le moment où le jeu Doom est sorti. Pareil. Et Doom... et la particularité de Doom, c'était que c'était le premier jeu en 3D. Donc, c'était ce qu'on appelle un shooter. Avant, il y avait des jeux en 2D. Il y avait la Game Boy qui était sortie à la fin des années 80. Et on avait Super Mario qui se baladait en 2 dimensions. Et donc ça ne demandait pas énormément de capacité de calcul du processeur, mais en 3D, quand on se met à la place du pilote, entre guillemets, en fait, le paysage bouge, et ça demandait énormément de capacité de calcul. Et Jensen s'est dit, il y avait plein d'autres startups à l'époque qui essayaient de faire la même chose. Il s'est dit, on va essayer de faire des microprocesseurs qui sont spécialement faits pour ça. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait des cartes graphiques. Alors, le premier succès de la société, c'est en 1999, la GeForce 256, qui en fait s'ajoutait, c'était à l'époque, on pouvait monter ces PC. Alors, moi, quand j'étais étudiant, c'est ce que j'ai fait une fois. Donc, vous achetiez les PC par bout, vous achetiez la carte graphique, vous la glissiez dans l'unité centrale. Après, il fallait installer les drivers. Et là, si vous vouliez jouer au jeu de shooter, le jeu de shooter à la fin des années 90, début des années 2000, c'était plutôt Counter-Strike, le truc à la mode. Il fallait absolument avoir une carte graphique bien Nvidia sûr. Que vous alliez acheter dans le 13e chez les spécialistes. Oui, bien sûr. Et bon, donc c'était vraiment un petit microcosme, quoi, les gens qui avaient utilisé des cartes graphiques Nvidia. Et donc ils sont restés dans ce segment-là. En 2006, ils se sont lancés dans quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'ils ont inventé un langage de programmation fait pour optimiser pour leur carte graphique qui s'appelle CUDA. Et qui est aujourd'hui un de leurs gros avantages compétitifs. C'est que ça s'est développé depuis maintenant presque 20 ans. Et donc, à chaque fois que quelqu'un utilise une carte graphique Nvidia, il y a un langage exprès pour qui rend l'utilisation extrêmement efficace. Et donc là, c'est toujours utilisé que pour le gaming, jusque dans les années 2010. Première rupture, 2012. Alors, ça n'a pas eu d'impact tout de suite sur Nvidia, mais il y a eu un événement très important, c'est qu'il y avait un concours qui s'appelait le concours ImageNet. Donc, ImageNet, c'était une banque de données d'images. Et il y avait un concours d'algorithmes mondial où on disait venez avec votre algorithme et essayez de faire de la reconnaissance d'images. Dites-nous si sur l'image il y a une voiture ou un chat ou un cheval. Et les algorithmes faisaient en 2010-2011 entre 28 et 50% d'erreurs, sachant qu'un humain fait à peu près 5% d'erreurs. D'accord. Voilà. En 2012 arrive une équipe, je crois que c'était les Canadiens, qui ont utilisé un algorithme différent, qui était plus par force brute, mais qui était un algorithme d'intelligence artificielle, qui avait été entraîné sur des cartes graphiques Nvidia. Et qui arrive et qui fait 16%, et le deuxième fait 27%. Donc ils mettent le deuxième à 3 longueurs derrière. 3 longueurs derrière. L'année suivante, à partir de 2013, tout le monde était passé aux algorithmes d'intelligence artificielle, réseau de neurones profonds, et donc on utilise les cartes graphiques. En fait, il y a une utilisation qui n'avait pas du tout été prévue par Nvidia au départ. C'est ça qui est et alors, la raison pour laquelle ça marchait très bien, c'est qu'en fait, une carte graphique, c'est fait pour faire des calculs en parallèle. C'est-à-dire un CPU, un Pentium d'Intel dans les années 90, ça fait des calculs en séquentiel, ça fait les choses une par une. Une carte graphique, c'est fait pour faire plein de calculs très simples, mais en même temps. Et en fait, dans ces réseaux de neurones profonds, c'est exactement ce qu'on veut. On veut faire plein de choses en même temps, mais des choses très simples. Et donc, c'était vraiment optimisé pour ça. Ensuite, deuxième fait notable... Et ça veut dire quand même, à ce moment-là,
l'utilisation des cartes graphiques Nvidia dans l'IA, c'est venu des utilisateurs de ces cartes graphiques. C'est pas Nvidia qui a dit tiens. C'est venu des utilisateurs. C'est ça qui est dingue. C'est pas du tout venu de Nvidia. Ouais. Et Nvidia s'est adapté. C'est la demande qui a fait pivoter Nvidia. Mais Nvidia avait quand même les meilleurs produits, les meilleurs services, parce qu'il y avait plein de concurrence quand même. Donc ensuite, dans l'intelligence artificielle, la suite, je dirais que c'est 2016, au moment où l'équipe de DeepMind, qui avait été rachetée par Google, challenge Lee Sedol, qui était le champion du monde, 18 fois champion du monde de jeu de Go. Donc les ordinateurs n'avaient jamais réussi à battre le champion, le champion sur du monde de jeu de Go. Les échecs, ça avait déjà été fait, c'est ça, mais sur le jeu de Go, jamais. Fait par IBM dans les années 90, parce qu'en fait, on y arrivait par force brute. Mais le jeu de Go, c'est une complexité supplémentaire. Il y a, je crois qu'il y a 10 puissance 360 parties possibles, et il y a 10 puissance 130 atomes dans l'univers. Donc, on ne peut pas le faire par force brute, et donc il faut le faire de façon intelligente. Et la façon intelligente que les réseaux de neurones utilisent, c'est qu'ils font un peu des petits coups de sonde. Ils regardent si je fais comme ça un peu par hasard, est-ce que j'ai une chance de gagner? Et si j'ai une chance de gagner, je vais aller creuser autour, entre guillemets. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement efficace. Et donc, ils ont battu le champion du monde, Lee Sedol. Et depuis, ils sont devenus absolument imbattables. Et c'est là que beaucoup de gens se sont dit, ah oui, c'est quand même... on a quand même franchi une étape particulière. Depuis Doom, oui, effectivement. Voilà, depuis Doom. Et donc, on arrive à 2022, où là, la sortie de ChatGPT... novembre. Voilà. Et là encore, en fait, c'est des réseaux de neurones profonds, c'est une mathématisation du langage. Et les cartes graphiques sont extrêmement efficaces parce que en fait, on a des vecteurs, des matrices, on fait des multiplications de matrices, on fait plein d'additions et de multiplications simples, mais les unes à la suite des autres, et il faut absolument pouvoir le faire en parallèle. Les cartes graphiques, c'est juste 10 à 100 fois plus efficace que les CPU. Et donc, tout ça, ça tourne sur des cartes graphiques et sur des cartes graphiques NVIDIA. Ensuite, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis ChatGPT il y a maintenant presque un an? C'est que tout le monde s'est dit, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Et les sociétés, les cloud providers, les sociétés de cloud, donc Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Meta et Oracle, se sont dit il faut qu'on équipe nos data centers avec des cartes graphiques de Nvidia. Donc en fait maintenant c'est des cartes graphiques agglomérées. La dernière, la H100, elle pèse 35 kilos. Bien sûr, c'est plus le petit truc qu'on glisse dans son ordi, bien sûr. J'imagine. Et ils arrivent et ils disent à Nvidia, j'en voudrais 15 000. Donc voilà, c'est un chèque d'1,5 milliard et on installe tout ça. Et c'est ce qui se passe depuis un an. Et le chiffre d'affaires de Nvidia a absolument explosé dans la division data center. Reléguant la partie carte graphique dédiée au gaming à quelque chose de marginal aujourd'hui. Relativement marginal, ouais. Pour vous donner une idée, là, ce trimestre, sur le gaming, on est autour de 2,5 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et sur la partie data center, on va être autour de 13. C'est-à-dire, ils attendent 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3 et 13. Donc, oui, ça change complètement la structure commerciale de l'entreprise. Deux questions par rapport à ça. C'est plus les mêmes clients. C'est-à-dire que là où il y a 20 ans, c'était le gamer du coin, effectivement, qui allait acheter sa carte graphique dans le 13e. Là, c'est les plus grosses firmes mondiales de services informatiques, de cloud providing, etc. Donc, un rapport de commercial peut-être un peu différent. Et l'autre question, la barrière technologique, enfin, la barrière à l'entrée. Est-ce qu'après des années de course à l'innovation dans ce secteur-là, est-ce que Nvidia est encore loin devant par rapport à des concurrents qui chercheraient quand même à rentrer sur ce marché? Alors, je vais commencer par la deuxième. Sur la barrière à l'entrée, je pense que Nvidia est leader et reste leader et il continue à avancer. Alors, ils ont plusieurs avantages compétitifs. Premier avantage, c'est que déjà, ils ont du savoir-faire pour designer ces cartes graphiques. Ils ne les fabriquent pas. Ils sont ce qu'on appelle fabless. Donc, ils font que du design. Tout est construit chez TSMC à Taïwan, et ils ont une très très bonne relation avec TSMC. Ils ont de la capacité réservée à TSMC, ce que n'ont pas forcément les autres ou pas dans la même proportion. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont le langage CUDA qui est pour les utilisateurs extrêmement utile et que AMD, son concurrent le plus direct, n'a pas d'équivalent. Ils sont en train d'essayer de le faire, mais pour l'instant, je dirais qu'NVIDIA a vraiment beaucoup d'avance parce qu'ils ont commencé dès 2006. Un troisième élément, en 2019, ils ont racheté une société israélienne qui s'appelle Mellanox. À l'époque, personne n'a compris pourquoi ils s'étaient jetés dessus, alors qu'il y avait d'autres personnes qui cherchaient à la racheter. Et en fait, Mellanox fait des câbles pour connecter les serveurs dans les data centers. Et
Jensen dit que ça a une efficacité, en fait ça permet de câbler plus vite, c'est une technologie qui s'appelle InfiniBand plutôt que le câble Ethernet que vous connaissez. Ouais, bien sûr. Il dit que c'est 15 à 20% plus efficace. Et pour un data center, 15 à 20% plus efficace, ça revient à un coût 15 à 20% moins cher. Ouais. Donc ils sont quand même bien positionnés en avance. ChatGPT, ça a été entraîné avec le A100, qui était du 7 nanomètres. Le H100 actuellement, qui sont en train de livrer par caisson, là on est sur du 5 nanomètres. Forcée, et fin 2024, ils vont sortir le B100 qui sera du 3 nanomètres. Donc il ne reste pas statique. Je comprends. Voilà, y a si la concurrence bouge, eux avancent aussi, quoi. Il y a tellement de demandes que la concurrence va bouger, mais ils gardent une avance. Pour la suite, alors... Ils ne discutent plus avec les mêmes personnes. Ils ne discutent plus avec les mêmes personnes. C'est pas tout à fait pareil de discuter avec un gamer qui va acheter sa petite carte, qui valait quand même, ça pouvait valoir 2 000 €. Ah oui. Donc c'était pas... puis ils ont créé une marque dès le départ. Dès le départ. Mais c'était apprendre ou à laisser pour quand on fait du B2C, du business to customer, quand on va vers le client final, c'est apprendre ou à laisser. Là, on parle à 5, quasiment les 5 plus grosses sociétés mondiales. On a affaire à des professionnels. On parle de milliards d'investissements. Il y a 10 avocats, un contrat de 300 pages. On va voir la page 247. Si elle a ni l'année 5, est-ce qu'on est bien d'accord ? Et en fait, la question, c'est qu'aujourd'hui, tous ces cloud providers se sont dit il faut qu'on investisse tout de suite, il faut qu'on soit les premiers. Et donc ils ont en fait ils ont tout commandé, quoi. Ils ont tout commandé, bien sûr. Des capacités financières quasiment illimitées. Infini, Et donc pour l'instant ils avalent tout. D'accord. Et donc résultat, personne d'autre ne peut en avoir. Et puis ça a fait monter les prix puisque Nvidia fait des marges de 70%, donc des marges absolument exceptionnelles. Le risque en fait maintenant, c'est que pour justifier ces investissements, il va falloir qu'il y ait une utilisation qui aille avec. Alors la première... là ils ont fait des stocks, vous dites. Non, ils ont équipé les data centers. Ils vont utiliser leur logiciel d'intelligence artificielle à eux, mais ils vont aussi l'ouvrir pour toutes les startups qui veulent entraîner des modèles et qui vont en fait louer du temps de calcul à l'heure. Donc ça, on va voir s'il y a de la demande. A priori, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de capital. Si vous êtes une start-up d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous ne vous faites pas financer par du capital risque si vous n'avez pas garanti du temps de location de cartes graphiques dans les data centers. Ça va avec. Mais Microsoft va sortir son copilote le 1er novembre. Donc maintenant, c'est tout prêt. Et ça, c'est un produit de Microsoft. Ils ont utilisé ChatGPT. C'est une adaptation de ChatGPT à la suite Microsoft Office. Et là, ça va être un peu, je dirais pas le moment de vérité, mais il ne faut pas que ça déçoive. Parce que si ça déçoit, tout le monde va se dire, en fait, on va aller moins vite que prévu. Oui, bien sûr. Non, mais on est dans Non, mais d'où la question, parce qu'il nous reste 30 secondes, Nicolas. 450 $, ou 455 $ là, pour le cours de bourse d'NVIDIA au moment où on se parle. C'est cher, c'est pas cher. Comment vous avez géré la position chez Clartan ? Alors nous, on en avait acheté à la fin de l'année dernière. Donc, ça a très bien marché, mais on n'avait pas prévu l'explosion. Donc on se retrouve avec un... Pas dans cette ampleur. Pas dans cette ampleur. C'est ça. Non, on avait prévu que ça montrait, mais pas dans cette ampleur. Personne, je crois. Donc là, on se retrouve avec un titre où en fait les risques sont... ça peut aller des deux côtés. D'accord. À 10 ans... C'est ce que vous disiez. On peut avoir des petites... Si jamais les trajectoires commerciales sont pas linéaires telles qu'on l'imagine. Voilà, tout le monde s'est tellement excité dessus que s'il y a la moindre déception, ça peut tout de suite être moins 10, moins 15, moins 20 le lendemain matin. Donc du coup, nous, on a fortement allégé nos positions, on a pris nos gains, mais pas parce qu'on n'aime pas la société, bien sûr, on va continuer à l'adorer, on reviendra probablement sur le titre, mais simplement, on trouve que le rapport risque sur rendement espéré, il est beaucoup plus équilibré que ce qu'il était avant, et voire on en a des meilleurs dans d'autres sociétés à côté. C'est quoi là ? Il y a 6-9 mois un peu d'incertitude, vous dites, pour le cours de bourse, je parle du cours de bourse d'NVIDIA. En fait, on verra, il faut voir, il n'y a pas de loi, on va voir les événements. Moi, l'événement que j'attends, c'est comment Copilot 365 va être accueilli. Parce que si ça fait un flop, ou si les gens se disent « Ah, mais c'est plus compliqué à utiliser que ce que j'avais prévu », ça va refroidir... temporairement, ça va refroidir les gens. Et après, ça reviendra. C'est l'histoire d'une révolution. On va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir détaillé pour nous l'histoire d'NVIDIA et le cas d'investissement aujourd'hui. Nicolas Decaux, gérant chez Clartan Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.